Alors, quelques mots sur Rio Tinto. Alors, nous sommes principalement un groupe minier, même si nous avons une activité de production d'aluminium primaire. Une activité de production d'aluminium primaire, elle est le résultat de l'acquisition par Rio Tinto, d'abord du numéro 1 mondial à l'époque, qui était Alcan, qui lui-même avait absorbé un petit peu auparavant le groupe Échiney, qui avait toute la filière, pas uniquement, mais toute une filière aluminium complet. Aujourd'hui, nos ressources minières, et c'est important par rapport au développement futur, nous avons bien sûr l'aluminium, et l'aluminium va avoir une part croissante dans la mesure où plus vous faites dans l'électrique et plus vous avez besoin d'alléger vos composants, d'alléger vos véhicules, d'alléger, etc. Donc la part aluminium va aller croissante. Et pour nous, sur le secteur minier, aluminium, ça veut dire bauxite. Il faut tout d'abord disposer du minerai de bauxite, le convertir en alumine et derrière produire l'aluminium. Le cuivre, bien entendu, marché extrêmement important et critique sur le plan mondial par rapport à toute cette transition. Le fer, par la force des choses, hein, le fer, aussi longtemps qu'il y aura croissance, développement économique, etc., il y aura besoin de fer important. Le lithium, on en a un petit peu parlé avant que l'on débute, mais c'est une des matières critiques du futur, qui est présente dans différents endroits, soit des endroits difficiles d'accès, dans un certain nombre de déserts, de lieux extrêmement montagneux, de type Amérique du Sud ou autre, ou au contraire dans des zones, je dirais, qui peuvent être à forte densité. Je citais avant qu'on ouvre les discussions, il y a en France, par exemple, dans le sous-sol du Bas-Rhin, il y a des réserves importantes de lithium. Maintenant, pouvoir se lancer dans l'exploitation d'une mine dans une région à forte densité démographique, c'est un autre sujet. Nous avons également titanium, on appelle ça des minéraux sablonneux. Je n'y passerai pas beaucoup de temps. Un minerai important aussi qui est peu connu et qui est extrêmement important, même si c'est un marché niche, qui est les borates. Okay. Et les borates, vous en avez dans votre assiette très souvent, dans le cadre d'additifs alimentaires, vous en avez sur vos écrans d'ordinateurs, de télévision, de smartphones, mais on en a aussi beaucoup besoin. Tous ceux qui ont vu la série Tchernobyl, vous rappelez qu'on est obligé de vider des sacs entiers de borate par hélicoptère pour refroidir une fusion nucléaire. C'est le seul produit qui permet, si ce n'est de maîtriser, de refroidir significativement une fusion nucléaire, soit de manière contrôlée, soit en cas d'accident, et ça a été le cas aussi bien pour Tchernobyl que pour Fukushima. Et la mine est en Californie et c'est en Europe, à partir du nord de la France, que nous conditionnons ce produit pour différents marchés, y compris le marché américain. Donc ça, c'est pour nos grands produits, hein, pour situer. Donc on est un groupe minier qui, je dirais, est né à la fin du 19e siècle. Okay, donc on a une histoire qui est longue, qui s'est diversifiée dans plusieurs domaines. Au départ, ça a été le cuivre. On tient notre nom d'ailleurs de cela, hein, puisque Rio Tinto, au départ, c'est l'acquisition d'une mine de cuivre en Espagne, et dont les propriétaires, c'est d'une autre époque, une autre période, quand ils l'exploitaient, ben le cuivre colorait la rivière des environs, et je dirais tous les sédiments en rouge, d'où le nom espagnol de Rio Tinto, rivière rouge, et notre nom vient de là. On s'est développé dans l'aluminium, on a aujourd'hui des axes de développement importants, on est très en avance, on a toujours été à la pointe de différents sujets, soit dans la composante aluminium, hein, en matière de cuve à très haut ampérage pour essayer d'optimiser les consommations et la production. Aujourd'hui, on développe une activité qui s'appelle ELYSIS, qui est de l'aluminium complètement décarboné.
je ne vais pas rentrer dans le détail, on pourrait y passer 1 heure dessus, mais c'est un élément. Mais aujourd'hui, en collaboration avec un autre partenaire et avec les gens de Apple, alors Apple a fait une belle annonce en disant qu'ils avaient inventé l'aluminium décarboné. En réalité, je dirais, c'est Rio Tinto avec son partenaire Alcoa. Et l'idée est de dire tout ce que vous avez sur vos smartphones et autres iPad ou équivalent Android, je dirais, est constitué d'aluminium qui est complètement exempt de carbone. Nous avançons sur un certain nombre de projets, nous avançons sur l'automatisation aussi. Nous sommes leader mondial dans le fait d'avoir des mines entièrement automatisées. On a une mine, c'est la première, où je dirais les opérateurs sont dans une zone de contrôle à 2000 km de là. Et de l'excavation jusqu'au chargement des camions, chargement des trains jusqu'au port, tout est piloté à partir de salle de contrôle. Il n'y a pas de présence humaine, sauf pour des points de vigilance, sécurité ou autre, mais l'ensemble du procédé est entièrement automatisé. On a la caractéristique également d'avoir pris l'engagement de réduire 50% nos émissions carbone d'ici 2030, avec des investissements conséquents, puisqu'on a prévu de dépenser plus de 7 milliards sur les 8 prochaines années, uniquement en investissant dans des projets de décarbonisation. Donc, ce sont des efforts conséquents avec un apport R&D conséquent, et dans lequel, y compris notre centre de R&D français basé à Borel, sera fortement impliqué à la fois sur la partie aluminium, mais pas uniquement, sur tout ce qui est capture de carbone également, où on commence à travailler avec d'autres partenaires sur le sujet. S'il y a des questions, on y reviendra, mais c'est pour illustrer un petit peu les choses. On travaille sur d'autres aspects aussi, puisqu'on est nous-mêmes, on a des flottes de camions. Une partie de la rentabilité de Rio Tinto s'analyse en taux de disponibilité des camions. Quand on parle de camions, ce sont des camions géants, vous avez tous vu dans les émissions télé, ces camions miniers, et on passe progressivement de camions qui avaient une capacité de charge de 100 tonnes pour aller jusqu'à 300 tonnes, le cas échéant, également pouvant tourner 24/24 par des camions sans chauffeur. Donc ça fait partie des évolutions. Il faut comprendre que dans une mine à ciel ouvert de taille significative, un camion, entre le moment où il vide sa charge et il retourne se faire charger au fond de la mine, il peut s'écouler 4 à 5 heures quand même. Donc il y a des temps morts, il y a quasiment 10 heures de transport selon la taille de la mine, je dirais juste pour un camion. Donc on a un certain nombre de problèmes à régler, et par électrification, etc. On va y arriver. On a toute une série de projets, je ne vais pas rentrer dans le détail, donc cas échéant, on répondra à des questions. On travaille aussi sur des problématiques hydrogène, biomasse, etc. Et dans le cadre de nos réhabilitations, on y reviendra plus tard, on essaie de revaloriser un certain nombre de sites en permettant, le cas échéant, de permettre des fermes solaires ou des projets de ce type. Présence mondiale, pour faire simple, Rio Tinto, c'est quasiment 50 000 salariés, plus ce que l'on appelle des sous-traitants dans un ratio moyen qui est de 1 pour 1, c'est-à-dire que sur un site Rio Tinto, en dehors des sites strictement industriels, production d'aluminium, mais sur une mine, vous avez généralement, pour un salarié Rio Tinto, vous avez un salarié sous-traitant permanent. Donc, ça représente une surface d'emploi de quasiment 100 000 personnes. La présence en Europe, elle est actuellement d'1 millier de personnes, Europe au sens géographique du terme. La présence en Afrique actuellement est de 2500 personnes, mais ce chiffre va bientôt doubler, puisqu'nous avons un très gros projet de mine en Guinée qui est en train de redémarrer, dirais-je. Après, le gros des effectifs Rio Tinto sont quand même en Asie-Pacifique, avec plus de 20 000 salariés en Australie et plus de 3500 en Mongolie, où nous avons une très belle mine de cuivre en plein désert de Gobi, avec des choses intéressantes, puisqu'il n'y a pas d'eau en plein désert de Gobi. Donc, on a des processus de recyclage de l'eau qu'on transporte, où les mines utilisent beaucoup d'eau dans leur process. Et nous recyclons plus de 90% de l'eau que nous utilisons. Et en même temps, nous avons toute une série de campagnes autour de la gestion de la faune, de la flore, qui est certes rare en zone désertique, mais pour bien la maintenir et la développer. Voilà, je ne rentre pas plus en détail, c'est juste pour illustrer à peu près la taille du groupe et notre présence sur les 5 continents. Donc, le groupe Closure, c'est un groupe qui fait partie de Rio Tinto, qui est un groupe mondial. On intervient sur tous les continents. Et Philippe, on n'a pas parlé, mais
on a quand même un engagement via des provisions, on va dire, environnementales, qui sont quand même à hauteur, c'est dans nos rapports publics annuels, d'environ 10 milliards de dollars, c'est-à-dire qu'on anticipe toujours les fermetures des sites. Et on va dire, avec la croissance de la fermeture de certains sites miniers et industriels, est devenu évident de créer une équipe complètement dédiée à la gestion de la fermeture, d'où le nom Rio Tinto Closure. Et l'idée elle est aussi, de démarrer dès le début d'un projet. Donc, dit autrement, ouvrir une mine sans penser à sa fermeture, aujourd'hui, n'est plus possible. Et donc, ça fait partie vraiment du mandat de Rio Tinto Closure de comprendre toutes les conséquences et de les anticiper pour réduire cette pression, qu'il soit financière ou même technique, et on va en parler après, dès le berceau ou la naissance d'un projet jusqu'à la fin d'un site. Mais je vais juste peut-être ajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Amiel. Autant une usine, quelle qu'elle soit, vous pourriez la maintenir en investissement ad vitam aeternam, hein, en admettant que le produit et les technologies, je dirais, puissent être mises à jour. Une mine, fatalement, vous savez qu'elle a une fin. Je dirais un filon minier, une ressource minière, elle a un début et elle a une fin. Et donc, on est capable de prévoir à quel moment on sera arrivé au bout du projet. Ça peut être 30 ans, 40 ans, 80 ans. On est dans cet angle-là. L'autre élément important sur une activité minière, c'est que entre le moment où on découvre un filon et le moment où on va passer en exploitation minière, il peut s'écouler 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Entre les études de faisabilité, les études d'impact, la discussion et la négociation avec les pouvoirs publics, parce que la ressource minière appartient à un État au départ. Je dirais, on nous accorde des terrains pour pouvoir mener à bien notre projet minier, mais c'est toujours en collaboration, en association avec un État donné qui va avoir ses exigences, etc. Exigences qui sont à la fois de technique, de protection de l'environnement, exigences économiques également, exigences, je dirais, de valeur ajoutée de la contrainte qu'apporte une mine sur un territoire vis-à-vis des populations qui sont en place, que ce soit en termes d'emploi, d'équipements sociaux, bien entendu de préservation de l'environnement, etc. Donc ce sont des projets extrêmement complets qui prennent beaucoup de temps. Je prends juste un exemple proche, puisqu'en plus il fait, à mon avis, de manière démesurée et à tort, un peu de bruit dans la presse aujourd'hui, dans la presse, y compris presse française, mais le projet de mine que nous avons sur lithium en Serbie, le filon a été découvert il y a plus de 20 ans par Rio Tinto. Okay. Et si le projet va jusqu'à son terme, je dirais nous ne serons en exploitation qu'en 2024-2025, juste pour donner un petit peu une ampleur. Donc c'est un métier à risque aussi, puisque quand vous découvrez une mine avec un produit, une ressource quelle qu'elle soit, vous allez passer au travers de 10 à 15 ans dans lesquels les données économiques, les données politiques, les données géopolitiques vont complètement changer. Donc vous pouvez démarrer un projet qui, 10 ans après, est obligé de s'arrêter parce que soit le produit n'est plus économiquement viable, soit parce qu'il s'est passé des choses, du point de vue politique ou géopolitique, qui vous en empêchent. Donc il faut toujours avoir ça à l'esprit, et au milieu de ça s'inscrit la logique de réhabilitation et rémédiation. Voilà. Donc, bon, merci Philippe. Et comme disait Philippe, hein, donc le Rio Tinto Closure, si on se focalise sur l'Europe et même, j'allais dire, sur la France, on gère l'héritage du groupe Aluminium Pechiney et Pechiney Vitrométallerie, ce qui veut dire qu'on gère un grand nombre de sites anciennement miniers et industriels. En 10 ans, on a investi un peu plus de 100 millions d'euros dans ces projets de réhabilitation, en partenariat souvent avec les collectivités. On va y revenir un petit peu après. Ce qui est important de noter aussi, c'est qu'on est, dans le groupe Closure, on n'est pas très différent finalement des opérations industrielles ou minières, puisque c'est quasiment le même savoir-faire d'ingénierie, mais qui est appliqué à des sujets un peu différents. Mais si vous prenez une mine, on parle quasiment de terrassement, de travaux publics d'une certaine manière. On va retrouver exactement le même profil de métier dans la réhabilitation de sites. Et il y aura d'autres compétences qui sont assez identiques. Et la R&D est un pan très important, puisqu'on essaye de valoriser nos sites. Je peux le sur la prochaine diapo. Donc très rapidement, en France, on a une quarantaine de sites en gestion directe. Vous voyez, ils sont très localisés dans une moitié sud, et particulièrement Pyrénées et les Alpes. Bon, bah, ça vient finalement de l'accessibilité à l'hydroélectricité qui a fait le démarrage d'une française qui était énergivore. On gère aujourd'hui une équipe de 5-6 personnes qui va croître.
puisque, comme on le voit sur le graphique en bas, il y a un nombre de sites qui ferment, c'est presque une coïncidence, mais qui grandit, donc qui demande d'avoir des équipes de plus en plus grandes. Et vous allez vite comprendre pourquoi, ça demande énormément de métiers différents et de compétences différentes. La prochaine, s'il te plaît. Donc, la complexité de la réhabilitation des sites, c'est qu'on travaille déjà avec des juridictions différentes, indépendamment du pays, mais toujours avec en tête de réhabiliter un site pour réduire notre exposition, on va dire, au risque. Le risque peut être technique, il peut être environnemental, mais il peut être aussi par rapport à notre réputation. Donc ça, c'est très important de garder ça en tête. Et l'objectif derrière, réhabiliter un site en tant que tel, c'est uniquement faire en sorte qu'on contrôle les aspects environnementaux, mais ce n'est pas suffisant parce que c'est un site, finalement, si on ne fait que ça, c'est un site qu'on va bloquer. Et évidemment, dans des zones un petit peu comme l'Europe, qui sont à très forte pression urbaine, il y a besoin de trouver des projets derrière. Donc, on travaille énormément avec les collectivités, mais aussi avec des privés, quand ça s'applique, pour trouver une espèce de seconde vie. Et donc, on peut parler d'agriculture, de solaire. Des fois, c'est la biodiversité. On travaille beaucoup sur la biodiversité, la compensation écologique. On a la chance d'avoir des sites qui peuvent être très grands, comme 150 hectares, au milieu de garrigues, sans impact environnemental, mais plutôt au contraire, qui veulent un développement de la biodiversité. Ça peut aider d'autres industriels qui ont besoin de compensation. Et l'idée, c'est, dans la mesure du possible, de retransférer ces sites aux collectivités ou aux services de l'État quand c'est possible. Et donc, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a toute une imbrication de différentes thématiques entre la technique, les pouvoirs publics, les parties prenantes et la réputation d'un site. Sur la prochaine. Donc, on va rentrer un peu plus dans le concret. Donc, d'un point de vue organisationnel, comme je le disais tout à l'heure, le groupe Rio Tinto Closure intervient dès la création ou même l'idée d'un projet pour que tout de suite on se pose la question sur la meilleure approche pour réduire au maximum dans le futur la pression sur la fermeture d'un site. Et donc, on intervient tout au long de la vie d'un projet. Aujourd'hui, on va se focaliser beaucoup sur la fin, après la fin et la fermeture d'un site, mais on répond aux mêmes exigences d'ingénierie. Vous voyez, on parle de OOL, PFSFS, c'est du langage d'ingénieur. Ce sont des études qui sont requises. Ce sont exactement les mêmes études qu'on fait pour ouvrir un projet. On évalue le concept, on évalue la faisabilité, et de la même manière, quand on ferme un site, on va évaluer le concept de la stratégie de fermeture et aussi la faisabilité, parce qu'il y a toujours plein d'options. Et ce qu'on aime à dire, c'est que très souvent, on va essayer en fait de prendre quel est l'usage futur. Est-ce qu'on veut faire une ferme solaire? Est-ce qu'on veut développer une zone récréative, une zone de sport? Et on va revenir en arrière pour voir comment on peut faire ce projet de réhabilitation et pour s'assurer que ça va être compatible, notre projet techniquement, avec un usage futur qui soit le nôtre ou qui soit finalement transféré à une collectivité ou un privé. Donc on le voit qu'il y a énormément de jalons internes qui sont extrêmement importants. Et la R&D est un espèce de fil rouge tout le long de ces projets. On peut aller à la prochaine. Justement, c'est ce que j'ai exactement. Donc la R&D, c'est vraiment une ossature importante pour nous qui nous aide dans tous les domaines de la réhabilitation d'un site. Donc rapidement, ça peut toucher toute la partie sol, la partie déchets, la contamination des eaux souterraines. On a beaucoup de drainage minier acide. C'est un peu moins vrai en Europe parce qu'on a moins de mines exposées à ça, mais on a toujours des eaux qui peuvent être contaminées puisqu'elles percolent à travers des massifs de déchets. Donc du coup, le traitement d'eau va être extrêmement important. La réhabilitation des sols est aussi extrêmement importante parce qu'on essaie de redonner une fonction au sol partout où on peut. Donc on parlait de biodiversité, mais on peut imaginer aussi faire de l'agriculture. Ce n'est pas incompatible dans la mesure où on arrive à démontrer que la contamination est contrôlée. On a beaucoup de ce qu'on appelle du monitoring, donc du suivi sur le long terme. Une fois qu'on a fermé un site, on va dire on ne s'en va pas, quand même on le transférerait à quelqu'un d'autre. On a toujours un besoin de suivre la qualité des eaux, besoin de suivre la stabilité géotechnique. Donc, c'est une stabilité, par exemple, d'une digue, d'un barrage. Et donc, ça, c'est extrêmement important de continuer pour s'assurer que ce qu'on a fait est pérenne dans le temps.
Je peux rajouter, on peut avoir dans ces cas des engagements de suivi sur 50, 60, 80 ans. Hein. Ah oui, complètement. Voilà, on n'est pas sur un suivi sur 2 ans. Ou... Oui, un très bon exemple, c'est, malheureusement pour nous, mais c'est le traitement des eaux. Aujourd'hui, on traite les eaux et on sait qu'on va le faire à certains endroits ad vitam aeternam. Donc, quelques exemples. On dit toujours qu'une image vaut 1000 mots. La région marseillaise est un peu particulière au sens qu'elle a été le berceau de la production d'alumine, et donc ce qui va avec les fameuses boues rouges, le résidu de bauxite. Et donc, on a un exemple sur le quartier de Saint-Cyr sur la gauche et sur le quartier de Montgrand qui est en réalité à quelques kilomètres. Donc, tout ça, c'est dans la ville de Marseille. Donc, sur le haut, c'est à quoi ça ressemblait avant. Et on voit bien en bas, pour Saint-Cyr et Montgrand, qu'on a été capable de réhabiliter ces sites de façon, j'ai envie de dire, presque exceptionnelle, puisque si on prend Saint-Cyr, c'est devenu le parc national des Calanques. Donc, on est passé d'un site qui récoltait finalement les boues rouges avec des gros barrages, des grosses installations, et finalement, par la réhabilitation qu'on a faite, aujourd'hui, c'est un parc national, les gens viennent se balader, et en fait, si on ne le sait pas, on ne peut absolument pas imaginer qu'il y ait un barrage et des déchets en dessous. Et quand on revient à l'esprit du monitoring, c'est pas parce que c'est bien réhabilité qu'on ne suit pas ce site, on continue à le suivre pour s'assurer que la digue, par exemple, est toujours stable et qu'il n'y a aucune problématique particulière. Un autre exemple qui est assez frappant, donc en Ariège, on a une usine d'aluminium qu'on voyait sur l'image du haut, qui a été là pendant pratiquement 100 ans, et en partenariat avec les collectivités, et la mairie en particulier d'Auzat et la communauté de communes du Vic de Sceaux, on a donc fait la démolition, mais on a fait une dépollution pour rendre compatible ce site avec l'accueil d'un centre sportif, comme vous pouvez le voir sur la photo du bas. Donc ça, c'est une des grandes réussites pour lesquelles on peut être fier. Et aujourd'hui, il y a des équipes jusqu'au club de football de Toulouse qui viennent s'entraîner sur ces installations. Donc, c'est toujours important de vraiment avoir en tête quel pourrait être l'usage futur pour s'assurer qu'on fait vraiment une réhabilitation en adéquation avec cet usage qui va se faire plus tard. Donc, le site de Salindre, on va s'attarder un petit peu plus à celui-ci, qui est à ce jour notre plus gros projet de réhabilitation en France. Alors, c'est un site quand même important pour l'industrie française. C'est la plus vieille plateforme chimique d'Europe, voire du monde. Pour la petite histoire, en 1854, le premier kilo d'alumine et le premier kilo d'aluminium ont été produits au monde sur le site de la plateforme chimique de Salindre. Donc, c'est un site historique et c'est aussi le lieu de naissance du groupe Pechiney. C'est quelque chose de vraiment important pour le pays. Donc, l'usine chimique, aujourd'hui, est toujours en opération via des compagnies que vous connaissez probablement, Solvay et Axens. Ceci étant dit, 150 ans d'histoire, les pratiques à l'époque étaient de mettre les déchets à côté, voire de construire sa plateforme sur les déchets. Donc, vous voyez un peu des photos qui vous montrent l'ampleur. Il y a environ 30 hectares de résidus et une hauteur d'environ 30 mètres. Pardon. Tu peux aller sur la prochaine, Philippe, s'il te plaît. Donc c'est un site important parce que l'Union européenne, en 2013, a fait une étude de tous les cours d'eau européens et a classé une des rivières qui passe tout proche de cette plateforme chimique, l'Avenne, on va dire d'un statut de mauvaise qualité écologique, ce qui a demandé aux collectivités locales, aux industriels, incluant Rio Tinto, mais aussi aux services de l'État, de se mettre ensemble pour essayer de trouver quelles pourraient être les solutions pour améliorer la qualité de cette rivière, avec un objectif 2027, ce qui est quand même relativement proche en réalité. Donc Rio Tinto a assumé totalement ses responsabilités, en commençant par construire une station de traitement des eaux sur un site voisin, qui lui-même pouvait impacter la rivière Avenne. Ça a été complété en 2015. De l'autre côté, avec les services de l'État et avec Solvay, on s'est mis d'accord pour travailler sur réduire l'impact potentiel des résidus de la plateforme chimique sur l'Avenne. Donc ça a donné lieu et naissance au projet Montana, géré par Rio Tinto, qui se terminera, qui a démarré en 2019, devrait se terminer fin 2022. Et un projet frère, j'ai envie de dire, Arizona, géré par Solvay, qui lui vient juste de démarrer il y a quelques mois
et qui devrait se terminer d'ici 2023. Alors, on va passer sous silence les complexités juridiques, parce qu'évidemment, on va dire la répartition de l'héritage n'est pas toujours simple à clarifier, mais on a réussi tous ensemble à le faire, de sorte qu'on peut avoir maintenant des projets qui tournent. Et donc, l'objectif numéro 1, que ce soit pour Sauveret ou Rio Tinto, il est réellement d'arrêter les infiltrations d'eau, donc l'eau de pluie qui s'infiltre dans ces massifs de résidus, de gérer les eaux de ruissellement, puisqu'on est sur ça là c'est dans le Gard, pardon, je ne l'ai pas dit. Le Gard, vous l'avez peut-être entendu aux nouvelles, mais très récemment et très régulièrement, malheureusement, fait la une par les inondations, par les épisodes qu'on appelle cévénols. Il y a quelques mois, on a eu pratiquement 200 mm de pluie en quelques heures, donc c'est gigantissime. Et donc ça, il faut qu'on soit capable de les gérer pour ne pas rajouter déjà une situation extrême dans la région, de rajouter une problématique liée à notre site. Ça, c'est vraiment notre philosophie. Vous imaginez bien aussi qu'il y a des digues, comme vous le voyez sur la photo, donc il faut s'assurer que la digue soit stable, et ça sur du très long terme. De la même manière qu'il y a des digues ciliares, on va récolter des eaux qui sont contaminées pendant encore très longtemps. Bon, le visuel, vous imaginez bien que ce n'est pas super beau et esthétique, donc on va travailler à valoriser la végétalisation de ce site avec des espèces locales. Et donc tout ce projet, qui est assez important, on prend des critères de dimensionnement très long terme, on parle de 5000 ans, voire dans certains cas 10 000 ans, pour s'assurer que notre site, véritablement, sera contrôlé, et s'il y a des événements extrêmes, il ne rajoutera pas une problématique à déjà un problème environnemental. Juste en complément de ce qu'Amiel vient de dire, de la même manière que la phase préparation d'un projet de mine avant qu'on rentre en exploitation peut prendre de 5 à 10 ans, la phase réhabilitation, à partir du moment où l'activité industrielle est terminée, entre les discussions techniques, les autorisations de réal, travaux avec le BRGM, travaux avec les parties prenantes, etc., il peut s'écouler 3 à 4 ans avant même qu'on démarre et je dirais la réhabilitation. Ce sont des projets je dirais très longs, ce qui n'est pas toujours bien compris par les communautés environnantes, parce qu'ils pensent que dès qu'on arrive, nous, avec nos tracteurs et bulldozers pour réhabiliter, chouette, ils vont pouvoir avoir ou des équipements ou une occupation qui les intéresse dans le cadre de leur propre programme. Et quand on leur annonce que, oui, peut-être, mais certainement dans 3 ou 4 ans, parce qu'entre-temps, il y a des phases de projet, il y a des phases de validation par les pouvoirs publics, il y a toute une série d'études d'impact complémentaires qui sont très lourdes. Et donc, on est toujours sur des temps longs, c'est extrêmement important. Donc, gardez en tête cette photo, tu peux aller sur la prochaine. Aujourd'hui, on a beaucoup avancé sur ce site. On est déjà en contrôle des eaux de ruissellement. On a déjà commencé à faire, on va dire, le reprofilage et la réhabilitation du site sur les grands bassins. Et quelque chose d'important à noter, on parlait en introduction de l'économie circulaire, de la transition énergétique. Aujourd'hui, ce site, le projet de réhabilitation a été fait de sorte qu'on minimise au maximum l'importation de matériaux. C'est important de le mentionner parce qu'on aurait pu effectivement rapporter des matériaux propres, c'est des millions de mètres cubes, mais ça veut dire qu'on aurait exercé une pression très forte sur des ressources primaires comme une carrière, comme du compost, qui n'étaient pas forcément utiles pour avoir un projet pérenne. Et de la même manière, ce projet a été construit et pensé pour être compatible avec un usage de parcs solaires dans le futur. Donc c'est vraiment toute la philosophie qu'on a gardée en tête. Sur la prochaine. Donc là, on a vu des gens sur les précédentes photos qui faisaient, on va dire, des travaux de terrassement, c'est du TP pur et dur. On a du traitement de lixiviat, donc là, on travaille avec des technologies membranaires de pointe, donc c'est encore des compétences complètement différentes, comme vous voyez sur la gauche. Mais on a aussi sur la droite des technologies, encore une fois, vraiment innovantes, des CPI, des choses comme ça, purement géotechnique, donc c'est encore une autre compétence, mais on voit bien que c'est vraiment différents métiers qu'on doit inclure et gérer pour un seul et même projet. Voilà, sur le prochain, c'est fini. On fait de la revitalisation aussi, donc là on travaille encore un corps de métier complètement différent avec des écologues. On a récolté des essences locales et donc on a une espèce de petite pépinière qu'on est en train de faire démarrer pour qu'à la fin du projet, une fois qu'on a terminé tous nos systèmes de couverture, etc., on puisse revégétaliser avec des espèces locales
et qui soit compatible avec notre projet. Donc c'est une photo, ce à quoi ça ressemble aujourd'hui. Donc sans avoir terminé, sans avoir tout végétalisé, on est déjà dans un visuel qui est complètement différent de ce qu'on avait dans les années 60-70. Et donc d'ici un an, ce site-là, vous le verrez complètement vert d'une certaine manière, à part les bassins évidemment de contrôle des eaux. En conclusion, l'idée c'est limiter au maximum et réduire au maximum l'impact industriel que l'activité a pu avoir. Aujourd'hui, dans la plupart des mines, dans toutes les mines que nous ouvrons, cette étude d'impact, elle est vue dès le départ. Donc, ce qui est quand même plus facile à traiter ensuite. Dans le cadre d'héritage, on n'exploitait pas les activités industrielles ou les activités minières il y a 100 ans, il y a 50 ans, de la même manière qu'aujourd'hui. Donc, effectivement, là, dans ces cas-là, les dommages environnementaux peuvent être importants et la réhabilitation peut demander des travaux extrêmement significatifs et un suivi et des contrôles. Donc, tout ça, comment dire, c'est véritablement des projets, et des projets qui associent beaucoup de partenaires. C'est extrêmement important, c'est pas quelque chose que Rio Tinto gère seul. L'idée étant toujours qu'à la fin, il y ait une valeur ajoutée pour le territoire, sous une forme ou sous une autre, soit parce que c'est restitué à la commune qui va en avoir un usage, que ce soit récréatif, que ce soit un parc artisanal, peu importe, différents éléments, soit vers une partie tiers qui, elle, va en faire une nouvelle exploitation. On a parlé des fermes solaires, par exemple. Donc, ça peut intéresser un certain nombre d'acteurs qui, eux, vont être sur le marché de la production solaire, alors soit avec des panneaux, soit on fait des tests nous-mêmes. On est assez en avance. Je peux peut-être dire un mot sur tout ce qui est panneaux solaires en forme de tapis. Oui, non, c'est vrai, c'est quelque chose d'assez intéressant, puisque aujourd'hui, mettre des panneaux solaires au sol, bon, tout le monde en a vu, ce sont des panneaux qui sont sur des plateformes horizontales, on va dire, planes. Aujourd'hui, on a testé d'essayer de maximiser l'usage des terrains. Vous l'avez vu sur les photos de Salins, on a des très grandes digues. Bon, bah, mettre des panneaux conventionnels, c'est pas possible. Donc, on a testé sur un site pilote dans le sud-ouest, Marignac, pour ne pas le nommer, littéralement autour des tapis qu'on déploie sur des pentes. Et aujourd'hui, alors effectivement, on n'a pas la même, on va dire, productivité qu'un panneau conventionnel, mais la technologie évolue énormément, mais ça fonctionne vraiment de façon très très bonne. Donc ça ouvre de nouvelles possibilités et de nouvelles valorisations. Et pour conclure, simplement, vous voulez illustrer que, d'une manière générale, sur la planète, donc pas propre à Rio Tinto, on va dire, pour l'ensemble des activités industrielles mondiales, les problématiques de réhabilitation vont être de plus en plus croissantes, d'autant plus que l'acceptance, pas le mot joli mot, mais l'acceptation par les populations, quels que soient les pays, je dirais, va être de plus en plus restreinte. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc il va falloir être capable de démontrer comment on est capable. Et ça génère des besoins et des métiers qui peuvent orienter beaucoup de jeunes et qui sont des métiers extrêmement scientifiques, que ce soit fatalement en géologie, que ce soit en géothermie, que ce soit en hydrologie, en géotechnique, plus tout ce qui relève des métiers habituels, je dirais des fonctions support, commerciales, gestion de projet, etc., bien entendu, mais également tout ce qui est la partie travaux publics, hein, puisqu'il y a toute une partie, je dirais, on a l'habitude de dire, Rio Tinto, finalement, c'est une entreprise de génie civil. Gérer une mine, c'est finalement, construire une mine, c'est comme construire 3 ou 4 tunnels sur la Manche. Hein. Si on prend un petit peu l'ampleur des travaux de génie civil qui sont à faire. Et ensuite, la réhabilité, c'est la mécanique inverse. Et c'est là aussi des travaux extrêmement complexes qui demandent des études sur lesquelles on n'a pas le droit de commettre d'erreurs en termes d'évaluation, de façon à ce que les ouvrages qui sont mis en place soient les plus pérennes possibles, les plus sûrs et dans la durée. C'est dans l'intérêt à la fois de toutes les parties prenantes et d'une autre aussi. On ne souhaiterait pas avoir à refaire ça. Ça n'a pas toujours été dans le passé, des réhabilitations faites il y a 30 ou 40 ans, je dirais, ne correspondent plus aux standards d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, Rio essaye de lider les standards mondiaux en la matière.
ce qui peut créer d'ailleurs des discussions assez complexes, puisque nos standards étant plus élevés que ceux de l'ADREAL ou du BRGM, on discute déjà de nos standards qui, je dirais, parfois, compliquent un peu la vie de nos partenaires, puisqu'on les met beaucoup plus loin, puisque eux-mêmes ont dans leurs références. Si je peux me permettre aussi, Philippe, sur les métiers, ce qui est intéressant pour démystifier un peu la réhabilitation, c'était vu un peu, effectivement, jusqu'à peut-être il y a même encore 10 ans, comme quelque chose qui était nécessaire mais qui faisait plaisir à personne. Mais aujourd'hui, c'est vu complètement comme si on gérait un projet normal industriel. Donc, dire autrement, dans nos équipes, nous avons des gens dédiés à la communication, nous avons des gens dédiés au juridique, à la technique, à la gestion de projets purs et durs, aux technologies de l'information. Donc ça rejoint finalement, aujourd'hui, réhabiliter un site, ça demande d'avoir des équipes complètes qui touchent tous les métiers avec effectivement, comme disait Philippe, une forte focalisation sur la science ou la technicité, l'ingénierie, mais tous les métiers sont représentés dans notre travail de tous les jours. Voilà. Alors, plusieurs choses. Quand j'ai présenté, il y a un slide sur lequel je suis passé assez vite autour de nos 7 milliards d'investissements dans la transition écologique. Il y avait une petite ligne en dessous qui présentait les résultats économiques du groupe. Alors, les groupes miniers, par nature, ont l'obligation absolue de gagner beaucoup d'argent. Encore une fois, je dirais, nos résultats à fin 2020, c'était pas loin de 10 milliards de cash flow, un taux d'endettement extrêmement faible, avec l'envolée des matières premières au premier trimestre 2021. Rien que sur le premier semestre, on a à nouveau 10 milliards de cash flow. Donc, on génère beaucoup d'argent, mais il est là pour gérer le risque économique d'un projet. Encore une fois, quand vous êtes sur une mine dont le projet va prendre 10 ou 15 ans et qu'entre-temps, il y aura eu un coup d'État, changement de majorité politique, ou que le minerai, je dirais, n'est plus viable économiquement, un projet minier, c'est entre 2 et 7 milliards d'investissements en moyenne. Donc, c'est de ce genre de somme que l'on parle. Donc, on est obligé d'avoir une surface financière solide pour faire face à des aléas économiques, géopolitiques et environnementaux. On est plus spécifique sur votre question. En fait, et je dirais, j'ai l'opportunité, dans le cadre de mes multiples casquettes, de participer soit à des projets de désinvestissement, soit à des projets d'acquisition. Et donc, j'ai fait partie des derniers projets d'acquisition. Et dès le départ, il y a une équipe dédiée qui évalue quel va être, les coûts de réhabilitation, et qui évalue également à quel point la cible, entre guillemets, a bien anticipé ça ou pas. Je dirais d'ailleurs avec Amiel sur un projet avant les vacances, Amiel lui-même a été amené à se prononcer sur des problématiques de digue. La hantise, l'angoisse maximale, entre guillemets, pour un minier, c'est l'accident de vallée au Brésil. C'est-à-dire que vous faites des stockages de déchets, je dirais, qui vont être humides, qui vont un peu, si vous avez des événements climatiques importants, gonfler comme des éponges. Et si vos digues ont été mal calculées, mal préparées, et qu'elles cèdent, à ce moment-là, vous avez l'accident de vallée, pour faire assez simple. Donc ça fait partie des sujets. Et il y a des projets pour lesquels nous ne sommes pas allés, je dirais, jusqu'à terme du projet, c'est-à-dire que nous n'avons pas fait de proposition, ou quand nous faisons des propositions, elles intègrent la modélisation économique. Est-ce que ça va nous coûter 100 millions, 200 millions, 500 millions, quel va être l'impact de cette partie-là dans le projet d'acquisition complet. Donc ça, c'est Rio qui paye. Pour revenir à votre question, le payeur, c'est Rio Tinto. Donc ça veut dire que dans l'analyse financière et la modélisation économique de la viabilité d'un site, que ce soit un site nouveau, nous créons nous-mêmes, ou que ce soit une acquisition, il y a des équipes dédiées, et avec une analyse de risque financier, on envoie des équipes sur place qui vont mesurer ça. On a une grosse expertise. On a une grosse expertise acquise à la fois de nos succès, mais aussi de nos erreurs ou nos échecs. Rien n'est parfait, y compris dans l'histoire de Rio historiquement sur 150 ans. Donc aujourd'hui, on a une expertise extrêmement forte là-dessus. Et quand c'est un projet que nous sommes
à l'origine, c'est-à-dire que nous avons obtenu une licence pour exploiter une mine, on va l'intégrer. Il y a toujours une part d'inconnu, c'est que les contraintes environnementales, elles évoluent tout le temps. Si vous prenez les contraintes européennes, je dirais la barre s'élève toutes les 2 ans en moyenne. Hein. Donc, ce qui veut dire que vous devez à la fois anticiper la partie, je dirais, réglementaire ou technique telle qu'elle est aujourd'hui, et avoir un schéma sur ce qu'elle sera dans 5 ans ou dans 10 ans ou dans 20 ans. D'où la stratégie de Rio de mettre des standards extrêmement élevés pour plutôt avoir de l'avance sur la manière dont les attentes et les réglementations évoluent. Mais derrière, la facture, elle est Rio Tinto. En moyenne, je parle sous contrôle de Denis L'Huissier, mais les budgets de closure au niveau mondial peuvent aller de 700 millions à 1 milliard par an quand même. Hein. Pour rajouter, Philippe et pour Olivier, on a quand même un système de gouvernance interne qui nous oblige pour chaque site, hein, toutes nos opérations, je ne parle même pas des sites déjà fermés, de revoir leur plan de fermeture tous les 5 ans ou à chaque fois qu'il y a un changement significatif, qui peut être une réglementation ou parce que le site s'est agrandi ou a une production plus grande ou plus petite. Et donc, tous les 5 ans, un minima, ce qu'on appelle les provisions sont révisées. Et donc, ce que je disais au tout début, on a une provision aujourd'hui qui est publique, qui est environ de 10 milliards de dollars, qui sont là pour, d'une façon philosophique, dire si demain Rio Tinto devait fermer tous ses sites au même moment, cet argent est là provisionné pour gérer la fermeture. Évidemment, l'objectif, il est de maîtriser ce coût-là. On n'aimerait pas qu'il soit à 40 milliards, puisque c'est autant de pression financière. Nous ne sommes pas des communicants, nous nous attachons à faire au mieux notre travail de manière qui soit, je dirais, qui soit fiable et ce qu'on a fait. Il y a eu des accidents dans les projets de réhabilitation ou dans la gestion de certains sites, c'est indiscutable. Hein. Donc on n'est pas, je dirais, on ne dit pas qu'on est parfait, loin s'en faut, et on doit s'améliorer tous les jours. Mais on est assez discret. Alors, comme on est extrêmement discret et qu'on ne fait pas beaucoup de communication là-dessus, on fait l'objet très souvent de campagnes, y compris campagnes médiatiques qui sont basées sur des informations qui, je dirais, relèvent de la fake news. Il y a des choses qui sont réelles, il y a des choses qui relèvent absolument de la fake news, mais de la même manière qu'on ne communique pas sur ce que l'on fait bien, on ne commente pas les fake news non plus. Mais ça nous expose. C'est vrai que ça peut nous exposer le cas échéant, mais c'est pas dans la, je dirais, on est plus dans la culture du faire que dans la culture du communiquer. C'est un des attributs du groupe. Voilà. C'est vrai que le groupe Closure, dans sa stratégie, peut envisager une sorte d'IPO pour se spécialiser dans une société qui ferait ça. Cela dit, il n'y a pas un gros appétit pour le faire, parce que comme vous disiez, c'est 600 millions, et pour Rio Tinto, 600 millions, c'est pas un gros marché. Et on pourrait avoir plus à perdre en reprenant des obligations qu'en facturant 600 millions de réhabilitation à l'échelle nationale. Donc je dirais que ce n'est pas vraiment une orientation stratégique aujourd'hui pour nous. De façon concrète, avec le voisinage immédiat, on a des discussions plutôt sur le projet de réhabilitation en tant que tel, sur les éventuelles, on va dire, nuisances, poussière, bruit, etc. Donc, on les rassure par rapport à ça. Mais pour la création ou se mettre d'accord sur le projet, très souvent, quand c'est nécessaire, on va travailler avec les services de l'État dans des groupes de travail. Donc, services de l'État, collectivités, quelquefois des associations locales, mais pas de façon participative au sens où on l'entend aujourd'hui. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que dans la majorité des cas, on travaille directement avec les DREAL pour une réhabilitation et c'est très technique et réglementaire. Le seul moment où il y aurait un intérêt à faire du participatif, c'est si demain on voulait valoriser un site pour faire, je dis un gros mot, de l'éolien. Évidemment que là, on n'aurait pas trop le choix de discuter avec tout le monde, mais aujourd'hui, ça ne nous est pas arrivé encore. Ce qui est clair, c'est qu'au départ, une réhabilitation, c'est un cadre extrêmement contraint dans lequel vous avez l'État français au travers des DREAL, avec les préfets très impliqués, préfets et sous-préfets très impliqués, et qui vous fixe le cadre. Je veux dire, on n'invente pas notre cadre. Hein. À la base, nous, on a nos standards et on
veut les pousser le plus haut possible, mais en même temps, c'est quand même l'État qui fixe le cahier des charges, qui valide le cahier des charges et qui nous donne la feuille de route sur tel ou tel projet en tant que tel. Alors après, effectivement, quand on est dans la phase, je dirais, finale, si on peut contribuer, on sollicite les mairies dans ces cas-là par rapport à tel projet. Si on est dans une activité sportive, une activité ludique ou une activité solaire, voire éolienne un jour, pourquoi pas.